Bonjour. Alors, on n'a pas sitôt commencé qu'on va commencer à parler d'une autre espèce, Lyngbya volei, qui est une espèce benthique. Donc, c'est une présentation qui va être tout à fait rapide et qui va vous donner le compte-rendu de ce qu'on a fait cette année et de où on s'en va pour l'année prochaine. Donc, un petit préambule pour vous expliquer de quoi il s'agit. Nos hypothèses, l'été 2017, l'échantillonnage, les prélèvements, la méthode, quelques résultats et où est-ce qu'on s'en va pour les années à venir. Short and sweet. Alors, Lyngbya volei, c'est une espèce qui est benthique, une cyanobactérie qui est filamenteuse, qui forme des filaments linéaires qui sont non ramifiés. Vous en voyez à droite. Elle forme des tapis sur le fond. Vous avez la photo sous-marine où elle peut recouvrir entièrement le fond et correspond avec une baisse des plantes aquatiques habituellement présentes dans le milieu, donc un changement d'habitat très, très important pour la faune et la flore. Éventuellement, lorsqu'il y a des tempêtes, les tapis sont resuspendus et renvoyés sur la rive. Et ils peuvent flotter aussi, comme vous voyez à la surface, avec des amas plutôt disgracieux. Et quand ils sont rejetés sur la rive, ça peut produire des accumulations de l'ordre de 1 mètre, qui sont quand même considérables. Et vous voyez ici sur la photo une magnifique maison à Pointe-Claire, où il y a, devant la maison, la pépine de la municipalité qui vient ramasser les algues parce que c'est en train de se décomposer, ça pue et ça génère des odeurs et des goûts dans l'eau potable de manière assez importante. Elle produit aussi une saxitoxine, en fait toute une série de saxitoxines qui sont très faiblement toxiques, mais il faut néanmoins préciser que même si la toxicité est très faible, il y a des variantes, des espèces, Lyngbya majuscula entre autres, qui sont présentes en Australie, qui produisent des dermatotoxines qui causent des ennuis très sérieux pour la baignade et qui a toujours la possibilité de mutation pour aller vers des toxines qui sont plus dommageables. Donc, on s'intéresse à cette espèce-là qui est présente dans le fleuve et qu'on a découverte autour de 2005. Ça, c'est la structure de la Lyngbya toxine numéro 1. Il y en a toute une série, à peu près 8, plus d'autres neurotoxines qui sont sécrétées par l'algue. Donc, toute une série, un cocktail de toxines qui sont présentes. Mais on se concentre présentement sur la LWTX1 parce que c'est la plus abondante et c'est la seule pour laquelle on a un standard qui a été développé par le CNRC, Michael Quilliam, à Halifax. Donc, on a suivi les biomasses et les toxines présentes dans les filaments au lac Saint-Pierre et au lac Saint-Louis parce qu'il faut préciser qu'elle est présente dans le Saint-Laurent et qu'il n'y a pas de microcystis et d'algues toxiques, planctoniques, cyanobactéries du genre des microcystis dans le Saint-Laurent, tout simplement parce que les conditions environnementales ne sont pas propices au développement de ces algues-là. On retrouve uniquement Lyngbya volei. Donc, depuis 2006 à 2013, ce sont des résultats qui ont été publiés. On a d'énormes variations de biomasse dans les 2 lacs fluviaux et aussi des teneurs en toxines dans les filaments dans le graphique du haut. Et on note aussi qu'elle est présente sous la glace, donc elle est présente à longueur d'année et que ce sont principalement les facteurs physiques comme les tempêtes, l'importance des hausses de débit pendant la débâcle qui vont faire varier la biomasse. On a calculé théoriquement, à partir de la teneur en toxines dans les filaments, quelle serait la charge toxique dans l'eau advenant un relargage massif des toxines dans la colonne d'eau. Ça, c'est la partie d'en bas. Et vous voyez que, généralement, c'est plutôt bas, mais ça peut quand même monter jusqu'à des teneurs en toxines assez occasionnellement à 30 mg de toxines par mètre carré. Mais comme c'est une toxine peu toxique, on ne se préoccupe pas trop et il s'agit plutôt de la théorie. J'en discutais avec mon collègue Christian Gagnon, qui, lui, est très intéressé au relargage des toxiques dans l'eau,
Et on s'est dit, est-ce qu'il y a effectivement un relargage? Parce que tant que la toxine reste emprisonnée dans les filaments, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, mon hypothèse H0, c'est par rapport à ces travaux en disant, regarde, on peut bien essayer de les doser dans l'eau, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de problèmes par rapport aux prises d'eau potable, parce qu'il y a des prises d'eau potable situées au lac Saint-Louis, notamment le long de la rive nord, Pointe-Claire, Dorval, et ça alimente quand même une population qui est assez considérable. Alors, on n'a pas seulement des impacts esthétiques, mais on a potentiellement une exposition chronique à de faibles doses à la population. Alors, on a échantillonné au lac Saint-Louis et au lac Saint-Pierre. Et l'année dernière, c'était une année très particulière, en ce sens qu'on a eu des débits d'eau très, très, très importants dans le Saint-Laurent. Vous voyez, en 2017, la courbe en rouge, on avait des débits et des niveaux qui étaient beaucoup supérieurs à la valeur moyenne mensuelle qui est indiquée en pointillé bleu. Et donc, les conditions étaient très particulières. Même chose au lac Saint-Pierre, évidemment, si ça coule au lac Saint-Louis, ça va couler éventuellement au lac Saint-Pierre. Et on est allé échantillonner le long des rives de ces deux lacs-là au cours du mois d'août, de telle sorte qu'on puisse aller chercher la biomasse maximale et avoir une idée des conditions les plus propices à ce relargage dans l'environnement. Donc, on est allé chercher l'eau des lacs à 15 cm au-dessus des tapis de filaments et on a échantillonné aussi toute la chimie de l'eau qui allait avec et la biomasse des filaments. On a caractérisé le carbone, azote, phosphore des filaments et ensuite, on a récolté le tout avec aussi des échantillons pour des collègues qui vont donner les résultats sur les analyses génomiques qu'ils ont fait un petit peu plus tard. Ce qui était remarquable, c'est qu'au lac Saint-Louis, et particulièrement au lac Saint-Louis, on avait, contrairement aux années précédentes, des biomasses beaucoup plus faibles que précédemment. Et on avait aussi la présence d'une série d'autres cyanobactéries benthiques qui sont caractéristiques d'exposition aux eaux d'égout à cause des surverses. Les méthodes d'extraction standard ont été utilisées. La présentation sera disponible pour ceux qui sont intéressés parce que je ne peux pas vous en dire beaucoup du point de vue technique. On a fait l'analyse au LCMS-MS chez nous avec les méthodes qui avaient été développées par André Lajeunesse et compagnie précédemment. On a fait la quantification dans la matrice de l'eau avec le standard de Michael Quilliam. L'ennui, c'est que c'est un standard qui est non certifié, qui est non disponible dans le commerce et pour lequel on a véritablement des difficultés pour uniformiser la méthode. On a néanmoins fait une validation qui nous permet de dire que, bon, les résultats sont pas trop mal. En termes de résultats, vous avez l'entrée d'eau de Pointe-Claire avec la flèche bleue et le débit coule de la gauche vers la droite de l'écran. Et vous avez les teneurs en Lyngbia-toxine 1 qui ont été présents dans les différents sites qu'on a échantillonnés. Et ce qui était remarquable, c'est que la biomasse était beaucoup, beaucoup plus faible que par les années précédentes. Au lac Saint-Pierre, même chose, on avait un très beau gradient avec un blanc à l'embouchure de la rivière Yamaska qui était égal à 0 parce qu'on n'avait aucune biomasse de Lyngbia, mais un gradient qui diminuait en allant vers l'est en termes de concentration de toxines, mais vous voyez des concentrations beaucoup plus élevées que ce qu'on avait au lac Saint-Pierre, ce qui était l'opposé des résultats précédents. On a une bonne relation des teneurs en toxines avec le carbone organique dissous dans l'eau, ce qui est tout à fait habituel et normal pour ce qu'on a observé précédemment. Donc, il y a une composante importante de la matrice organique dissoute qui vient stimuler ou accompagner la présence de toxines. On a aussi une relation positive avec la teneur en carbone dans les filaments, ce qui indique que vraiment, quand les algues sont en pleine forme, on a une augmentation de la production de toxines. On a aussi une très bonne relation avec la biomasse de Lyngbia dans le milieu
Et ce qui est remarquable ici, c'est que si on compare le lac Saint-Pierre et le lac Saint-Louis, pour une même biomasse, on a des teneurs en toxines qui peuvent être très, très différentes. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a observé précédemment. Et il s'agit de déterminer quel est justement l'état physiologique des cellules pour expliquer la présence ou l'absence ou la faible présence de toxines. Mais ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que dans l'eau de lavage des cellules, on a remarqué qu'il y avait 1000 fois plus de toxines présentes pour une même station. Donc, on avait 100 nanogrammes dans cet échantillon, et lorsqu'on s'est mis à laver les échantillons, on avait 1000 fois plus de toxines. Alors là, la question, c'est, vous avez ici l'échantillon que je suis en train de manipuler. C'est une très forte biomasse. On a par hasard décidé de faire le dosage et on s'est demandé, mais est-ce qu'il s'agit de toxines qui sont présentes dans l'eau interstitielle des tapis de filaments? Est-ce que c'est un relargage qui est induit par le stress de la récolte et du brassage? Et de quelle manière est-ce que les épisodes de tempête et de vent qui ramènent les toxines sur le rivage peuvent coïncider avec un relargage massif de toxines? Alors, en fonction de ces résultats-là, qui sont bien sûr partiels, parce qu'on n'a pas dosé encore dans les filaments, on veut continuer en 2018 en faisant toujours le suivi de la biomasse au lac Saint-Louis et au lac Saint-Pierre en fin d'été. On veut identifier les produits de dégradation, ce qu'on n'avait pas fait, et mesurer aussi les teneurs à l'entrée de la prise d'eau de Pointe-Claire, parce qu'il s'agit d'un secteur qui est à risque, et de comparer avec ce qui est observé à différents endroits dans le milieu pour justement évaluer s'il y a des pics périodiques qui coïncident avec des épisodes de tempête. Alors, en gros, voilà, c'est ça. Merci. Oui? Tu as parlé de lien entre Surverse et des espèces de cyanobactéries. Oui, Sarah, tu peux prendre le micro, ça va. Alors, tu as mentionné les surverses puis d'autres nouvelles espèces observées de cyanobactéries. Comment as-tu su qu'il y avait un lien entre les surverses puis les espèces de cyanobactéries? C'est que j'ai eu à superviser une étudiante de maîtrise qui a travaillé sur la communauté d'algues qui étaient associées aux bouées de navigation à différents endroits et dans différents types d'eau. Et les bouées qui étaient exposées de manière chronique aux effluents de la ville de Montréal étaient caractérisées par ces espèces-là. Donc, on sait qu'elles ont un très bon potentiel indicateur parce que c'était uniquement dans les conditions où on avait des rejets d'égouts chroniques qu'on pouvait les observer.